bonsoir à tous. Merci. Merci beaucoup de nous accueillir dans cette école particulière, qui est une initiative qu'on suit depuis un petit moment avec beaucoup d'intérêt, parce que je trouve qu'elle apporte une certaine fraîcheur dans le monde actuel. Et d'autant plus pour moi qui suis issu des systèmes très traditionnels de formation, des grandes écoles. Je suis vraiment très très content de voir que des initiatives se lancent avec d'autres types de formations, d'autres types de recrutement, et en particulier dans le monde de l'informatique, où je crois qu'il ne vous a pas échappé, énormément de choses à faire, et avec des profils peut-être un petit peu différents de ceux avec lesquels on avait l'habitude de travailler ou que l'on avait l'habitude de former par les méthodes traditionnelles jusqu'ici. Donc vraiment très très heureux de venir vous voir ce soir, d'avoir l'occasion de vous parler, de vous présenter un petit peu notre société, mais au-delà de notre société, nos métiers, et au-delà de nos métiers, ce qu'on imagine être les métiers d'avenir autour de ce qui nous occupe nous tous les jours, à savoir la data, la donnée. Alors notre métier, il est résumé ici, c'est la data science. Alors, la data science, c'est quoi? C'est l'utilisation de méthodes scientifiques, mathématiques, statistiques, pour apporter aux entreprises, start-up, grands groupes, au monde de la recherche, médicale ou autre, un certain nombre d'outils scientifiques et technologiques leur permettant d'éclairer leurs décisions et puis surtout de concevoir de nouveaux produits, de nouvelles applications extrêmement innovantes. Alors très connecté à la data science, il y a tout le monde du big data derrière, sur lequel il y a aujourd'hui énormément de choses qui se disent, beaucoup de buzz et probablement un avenir radieux pour les années qui viennent, pour à la fois un public scientifique et puis des gens qui viennent davantage de la technologie comme vous probablement et qui sont en train de se rencontrer autour de ces métiers de la data, et c'est un phénomène nouveau extrêmement intéressant dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Alors, où sont les flèches? Là. Quelques mots d'abord sur notre société. Alors Bluestone, c'est pas une start-up, c'est pas une société toute jeune, puisqu'on a démarré nos activités en 98. On a démarré, donc comme je vous l'ai dit, moi je suis passé par une école qui s'appelle l'ENSAE, qui forme des statisticiens économistes. On a démarré au début à 2, puis rapidement à 3 associés, sur un positionnement originel qui était celui de la prestation de services dans un domaine qui était celui auquel on avait été formé, à savoir l'ingénierie statistique. À l'époque, autant vous dire que quand on parlait statistique, il n'y avait pas énormément de demandes en face. Les gens ne comprenaient pas très bien à quoi ça pouvait leur servir dans le monde de l'entreprise. Donc de 98 à 2003, on s'est développé très très lentement. On a commencé à 2, 3, et en 2003, on était 6 personnes. Et puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou pas? Ça va quand même pas bien vite tout ça. On bricolait, on faisait des petites bases access. Bon, c'était pas très glorieux tout ça. Et puis on s'est dit, il faut se repositionner probablement. Ce que l'on a fait en 2003, sur un principe qui a été de se dire, arrêtons de nous regarder le nombril et de dire qu'on est des super statisticiens, ce qu'on n'était peut-être pas d'ailleurs, et essayons d'expliquer à nos clients, en tout cas à ceux dont on aimerait qu'ils soient nos clients, au-delà de ce qu'on sait faire techniquement, leur expliquer à quoi ça pourrait bien leur servir. Et donc on est passé d'un mode de prestation de services très techniques dans le domaine de la statistique, des maths, de l'économétrie, un mode beaucoup plus conseil, où on a décidé d'accompagner nos clients sur finalement quels sont leurs vrais problèmes et leurs vrais enjeux business, et en quoi les maths, les stats pourraient bien les aider à résoudre les problèmes auxquels ils font face. Alors ça paraît tout bête. On peut dire que c'est du marketing, machin, mais c'est vachement important. C'est-à-dire qu'à partir du jour et du moment où on a pris le problème, non pas par les solutions techniques, mais par les enjeux métiers auxquels ces solutions techniques, scientifiques étaient censées répondre, les choses ont commencé à se développer. Donc aujourd'hui, dans la structure, chez Bluestone, il y a 130 personnes qu'on appelle data scientist, mot à la mode. Qu'est-ce que c'est qu'un data scientist? Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est, mais avant de le faire, je vais vous expliquer un petit peu comment on est organisé au sein de la structure.
En fait, Bluestone est organisé en 3 départements. Un département qui correspond à notre positionnement originel, celui qu'on avait choisi quand on a démarré en 98, et qui regroupe une équipe de plus de 50 statisticiens, data miners, mathématiciens, économètres, dont le métier est de travailler sur la donnée pour mettre les choses en équation, trouver des relations, des corrélations, des causalités, pour être en capacité de prévoir, de simuler, d'aider à la décision. Ça, c'est le premier pôle. Le second pôle est plus, lui, tourné vers la restitution de l'information, une fois qu'on l'a crunché, une fois qu'on l'a mise en équation. Une équation, ça ne dit pas grand-chose. Il faut présenter les résultats d'une façon qui soit beaucoup plus intelligible pour les métiers. Et donc pour ça, on a un pôle qu'on appelle Business Intelligence, dont l'objet et dont le métier est précisément de mettre en forme l'information à destination des managers de l'entreprise pour qu'ils soient capables de la comprendre et de l'utiliser dans leur métier quotidien. Et puis on a un troisième pôle, qui est celui qui est probablement le plus proche de vous, qui est un pôle qu'on a lancé en 2008. Et sur la base d'un constat qu'on a fait, à l'époque, on a regardé ce qui se passait un petit peu aux États-Unis dans le monde de la data, et on s'est rendu compte, ça ne s'appelait pas encore Big Data à l'époque, mais on s'est rendu compte que là-bas, ils se posaient moins la question de savoir s'ils faisaient de beaux modèles mathématiques. La vraie question, c'était d'utiliser ces modèles-là dans des applications opérationnelles et informatiques. Et pour faire ça, il ne faut pas que des mathématiciens, des gens qui font des stats, des modèles, il faut des gens qui développent des applications. Donc des gens qui maîtrisent les technologies informatiques. Et donc, le choix qu'on a fait en 2008, c'est de lancer une activité IT, de développement applicatif, avec un positionnement un peu particulier, puisque très centré sur le développement d'applications dédiées et qui embarquent une certaine complexité algorithmique, qui embarque des maths, qui embarque de la science. L'objectif étant non seulement de délivrer à nos clients des modèles mathématiques, mais de les packager dans des applications qu'ils peuvent utiliser au quotidien. Donc aujourd'hui, on a 3 départements. Un département stats, maths, un département restitution d'informations et un département dont le métier est de développer des applications complexes avec beaucoup d'enjeux, de modèles et de bibliothèques scientifiques sous-jacentes. Donc ça, c'est notre positionnement actuel qui nous permet d'intervenir, qui est une aide, un soutien à une intervention sur 3 domaines métiers, les fameux domaines métiers dont je vous parlais tout à l'heure, avec ce positionnement qui est plutôt du côté des métiers que du côté de la technique. À savoir qu'on travaille sur 3 enjeux principaux. Du côté des départements marketing et commerciaux, autour de sujets qui touchent à la connaissance client. Je pense que il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de systèmes de personnalisation de la relation client sur le web, par exemple, qui s'appuient derrière sur des modèles mathématiques, scientifiques. Vous connaissez probablement le cas de cette entreprise Netflix ou d'Amazon, qui ont largement fondé leur modèle économique sur la pertinence de leur système de recommandation. Recommandation de films, si on s'appelle Netflix, qui va pousser à ses clients des films manifestement adaptés à leur goût. Recommandation de produits culturels chez Amazon qui fait la même chose, tout ceci s'appuyant sur des modèles mathématiques, scientifiques, de machine learning relativement poussés. Ça, c'est un exemple d'application. D'autres choses autour du marketing produit. Marketer un produit, ça veut dire investir. Investir sur différents leviers de communication, faire de la publicité, faire de la promotion, choisir son prix. Et de plus en plus, tous ces choix d'investissement, de pricing, s'appuient sur des modèles mathématiques et sur des applications dont l'objet est d'essayer de mesurer la sensibilité des ventes à ces différents investissements et puis d'avoir des applications qui vont optimiser les investissements que l'on fait sur ce qu'on appelle les différents leviers du mix marketing. Beaucoup de choses dans le monde du risque et de la finance. Alors le monde du risque, c'est un monde qui a traditionnellement, historiquement, toujours été très consommateur d'analyses quantitatives et de modèles. Le but du modèle étant de mesurer le risque en question et sur la base de cette mesure de risque qui s'appuie sur des modèles mathématiques, de prendre des décisions d'investissement, d'achat, de portefeuille, d'action, de revente, à la lumière à la fois du profit qu'on peut en attendre et du risque que l'on prend en faisant ces acquisitions, cette gestion d'actifs et de portefeuilles. Donc ça s'appuie sur des modèles et des applications avec beaucoup d'algorithmiques sous-jacentes. Beaucoup de choses autour du risque, beaucoup de choses autour de la détection de fraude.
également. Alors la fraude, hein, ça peut être l'intrusion dans un système informatique. Ça peut être de la fraude à la carte bleue, ça peut être beaucoup de choses. Et le problème de la fraude, c'est que par définition, c'est un événement rare. Et que pour détecter un événement rare, il faut beaucoup de données. Et que sur ces données, il faut aller chercher l'épingle dans la botte de foin. Et ça, c'est difficile à faire manuellement. Donc pour le faire, ça s'appuie sur des modèles mathématiques, scientifiques, lesquels modèles sont embarqués dans des applications informatiques également. Un domaine d'application, et puis un autre qui est plus tourné vers la gestion opérationnelle, la production. Donc on est là plutôt dans le monde de l'industrie. Quand Air France fait voler un avion, évidemment, elle ne décide pas du jour pour le lendemain ou de l'heure pour l'heure suivante combien de plateaux repas elle va embarquer à bord. Parce qu'il y a toute une chaîne logistique qui vient derrière, pardon, qui nécessite d'une part d'être en capacité de prévoir suffisamment à l'avance quel va être le nombre de passagers à bord. Et puis, une fois ce nombre de passagers prévu, de gérer la chaîne logistique suffisamment en amont en tenant compte d'un certain nombre de contraintes, de délais d'approvisionnement. Quand on construit un paquebot, un paquebot, c'est compliqué à construire, comme vous pouvez l'imaginer. C'est beaucoup d'hommes, c'est beaucoup de matières premières, de l'acier. Et tout ça, pour mettre tout ça ensemble et construire le paquebot dans les délais impartis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut planifier. Et il faut planifier à différentes échéances de temps, à long terme, à moyen terme, à court terme, pour dire, dans 6 mois, il va me falloir 100 bonhommes ayant telle qualification et tant de tonnes d'acier. Ça, c'est à 6 mois. Et puis, à un jour, où là, on a une vision beaucoup plus fine de la nécessité et des besoins, il faut réviser ces prévisions et donc réviser les approvisionnements en question. Tout ceci s'appuie aussi de plus en plus sur des modèles prédictifs qui utilisent de la donnée, qui modélisent de la donnée, et puis sur des applications qui embarquent cette complexité algorithmique-là. Voilà. Donc nous, notre métier, c'est ça, c'est de répondre à ces enjeux dont vous voyez qu'ils ne sont pas, au départ, ni scientifiques, ni technologiques, ni informatiques. Ce sont des enjeux métiers. Mais face à ces enjeux métiers, on peut mettre en face, on peut apporter des solutions qui s'appuient à la fois sur la science et sur la technologie. C'est ça la data science. Et c'est ça notre métier. Je vais vous passer ça. Et ça. Alors, je vais vous parler un peu plus de Big Data, qui est très connecté, ce domaine de la data science, et puis de ce que nous, on entend par là, de ce qu'on perçoit de ce mouvement Big Data, ce qu'il représente, enjeux, menaces. Qui ici n'a jamais entendu parler de Big Data ? Ah, quelques-uns quand même. D'accord. Pardon ? Pas en tant que tel. Alors, le Big Data, c'est un phénomène d'abord qui trouve son origine dans un état de fait, qui est une explosion des volumes de données à notre disposition, particuliers, entreprises, instituts de recherche, etc. Alors, cette explosion de données, elle vient d'abord du fait que l'Internet a révolutionné les choses, et en particulier en termes d'interaction commerciale et sociale des entreprises avec leurs clients. Avant, une entreprise, elle avait un système de gestion de la relation client où elle enregistrait des ventes, éventuellement des contacts entre le client et puis l'entreprise. Aujourd'hui, les points d'interaction sont beaucoup plus fréquents et beaucoup plus diffus. Ils se font sur beaucoup plus de canaux, et en particulier le web. Ils se font à travers les réseaux sociaux qui sont extrêmement compliqués pour une entreprise, parce que le réseau social, c'est un phénomène dans lequel se diffuse de l'information sans que l'entreprise soit capable de la maîtriser, en particulier son image de marque.
Ce sont évidemment des informations qui sont les plus classiques, mais de transactions commerciales et de transactions financières, qui du fait de la croissance, de l'évolution démographique, de la population, de la mondialisation aussi, des entreprises, et y compris nos entreprises nationales, font que le volume de données qui est à leur disposition dans leurs interactions avec leurs clients est beaucoup plus important qu'avant. Ce qui est à la fois un problème pour eux, parce qu'il faut gérer de la donnée en grand volume, mais une forme d'opportunité aussi, parce qu'il y a des choses qu'elles sont aujourd'hui capables, si tant est qu'elles aient les moyens informatiques et scientifiques de le détecter, de trouver dans ces données des éléments d'information extrêmement riches pour orienter la relation qu'elles entretiennent avec leurs clients. Qui êtes-vous? Qu'aimez-vous? Que faites-vous? Et comment donc pourrais-je m'adresser à vous pour être plus pertinent et vous vendre plus, hein? Au final, c'est toujours ça la question pour elles. Hein. Donc, beaucoup plus de données de ce type-là. L'autre élément important qui est venu un peu après, mais qui est aujourd'hui extrêmement prégnant, c'est le développement des objets connectés. Alors, je ne l'ai pas mis là parce que c'est presque évident, mais le premier objet connecté, c'est le téléphone, avec beaucoup de questions éthiques autour de ça, parce que votre téléphone dit beaucoup de choses sur ce que vous faites, où vous êtes, qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Toutes les applications qui sont développées récupèrent des informations et les utilisent, les revendent éventuellement à des tiers qui vont les utiliser pour mieux vous cibler, mieux vous comprendre, etc. Mais c'est une information riche, connectée. Des informations d'une autre nature aussi, et je le prends par le bas, mais extrêmement intéressantes, les équipements médicaux. Il faut que vous sachiez aujourd'hui qu'il existe sur le marché des systèmes, par exemple, de pacemakers connectés qui enregistrent votre rythme cardiaque, qui envoient ces informations, alors qui sont des solutions proposées à des gens qui sont soumis à des problématiques cardiaques, des problèmes cardiaques, qui envoient ces informations à des systèmes qui les analysent et qui sont capables de renvoyer au patient en direct des informations lui disant « Attention, manifestement ton rythme cardiaque est en train de suivre une évolution qui peut être dangereuse pour toi, repose-toi ». Donc il y a des applications de ce type-là qui sont en train d'émerger dans le monde médical, qui posent plein de questions éthiques. Veut-on ça? Ne veut-on pas ça? Mais moi qui suis fumeur, si un jour j'ai un problème cardiaque et qu'on me propose une solution de ce type-là, je pense que je dirais pas non. Et il y a des enjeux évidemment humains, scientifiques, médicaux et business énormes derrière tout ça. Beaucoup de choses autour des capteurs industriels aussi. Aujourd'hui, les usines, et pas que les usines d'ailleurs, sont équipées de capteurs partout qui mesurent en temps réel de la température, de la pression, des vibrations. Et ces choses-là sont extrêmement informatives sur le fonctionnement de l'usine elle-même, et en particulier très intéressantes à utiliser dans des logiques de ce qu'on appelle la maintenance prédictive en temps réel. Un des gros problèmes quand on exploite un actif industriel complexe, c'est que c'est comme tout, on met des coups de tournevis partout, et puis des fois ça casse, et puis moins ça casse, mieux c'est. Mais surtout, plus on peut prévoir que ça va casser et où ça va casser, plus on peut anticiper, ce qui conduit à éviter les arrêts d'unités de production, voire éventuellement la mise en danger de la vie d'autrui. Aujourd'hui, comme on a de la donnée qui remonte en temps réel, et comme on a des systèmes mathématiques, scientifiques qui sont capables d'analyser dans ces courbes de données qui remontent des évolutions qui sont manifestement anormales ou qui manifestement révèlent une défaillance probable dans un horizon court, moyen ou long terme, on a des moyens d'action pour prévenir cette défaillance-là. Un exemple, on a travaillé pour Total sur... donc ils ont des pompes de forage. Au bout, c'est des diamants. Ça coûte une fortune. Et ça coûte encore plus cher quand il faut les remplacer et que ça a cassé au fond du puits. Donc il y a un enjeu extrêmement important pour eux, à savoir, avant que ça casse en bas, que ça va effectivement casser. Pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis des capteurs partout, sur ces têtes de forage, qui remontent de l'information en temps réel. Et il y a derrière des systèmes mathématiques et donc des applications informatiques qui analysent ces courbes qui remontent, qui essaient de détecter dans ces courbes des signaux faibles de défaillance, qui vont permettre de dire « Attention là, arrête le forage, remonte la tête de forage et change là ». Voilà une application possible avec des enjeux financiers colossaux et fondée sur des objets connectés.
Les smart grids, c'est quoi? Vous avez peut-être entendu parler du grand projet EDF sur les compteurs intelligents, où EDF est en train progressivement de déployer sur son réseau des compteurs où vous n'aurez plus un gars de RDF qui va venir chez vous tous les 6 mois pour relever votre compteur, mais où ces compteurs-là vont remonter de l'information en temps réel sur votre consommation, laquelle information peut avoir énormément d'usages. Des usages techniques de pilotage et d'équilibrage du réseau physique, ce qui est un enjeu extrêmement important. Un réseau physique, ça s'équilibre, ça ne vit pas tout seul, donc faut aiguiller des flux, c'est compliqué. Et puis des enjeux plus marketing. Dis-moi comment tu consommes, et puis je te dirai un petit peu qui tu es. Et puis je te ferai des propositions d'offres commerciales adaptées à la nature de ta consommation. Donc derrière, des enjeux commerciaux et marketing pour les opérateurs d'énergie. Smart Grids, investissements colossaux, projets majeurs pour EDF et pour ERDF actuellement. Projet du siècle peut-être. Et puis un autre mouvement qui est là, qui est celui de l'open data. Alors, l'open data, il y a plusieurs choses derrière ça. La première, c'est que de plus en plus, c'est un mouvement qui est porté également par tous les gouvernements des grandes démocraties, les États-Unis en tête bien sûr, et la France aujourd'hui s'y lance avec beaucoup d'enthousiasme, qui est la mise à disposition du citoyen que nous sommes de données publiques avec un double intérêt à cela. L'un premier qui est de respecter les principes fondamentaux de notre démocratie, c'est-à-dire que le citoyen doit avoir la possibilité d'accéder aux informations de nature publique, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Mais au-delà de ça, et c'est surtout ça le pari de l'open data, qui est de se dire à partir du moment où on met ces informations à disposition du public, il y a des gens, comme vous peut-être dans cette salle, qui avec cette information vont créer de la valeur, vont imaginer des innovations possibles, fondées sur ces données-là, pour soit les commercialiser, créer des applications, soit simplement mieux informer. Donc ça, c'est un élément fort. Un autre élément fort, c'est la mutualisation de données. On a longtemps vécu dans un monde, c'est encore beaucoup le cas, c'est vrai, mais c'est en train de changer, où chacun gardait pour soi ses propres données en se disant il ne faut surtout pas que je les dévoile parce que si je les dévoile, mon concurrent va les voir, va les exploiter au détriment de ma propre activité commerciale, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de démarches qui se mettent en place, d'innovation ouverte, ou d'entreprises qui joignent leurs forces et leurs données, qui les mettent ensemble pour se dire peut-être qu'en croisant ces informations-là, on va être capable de créer de la valeur pour chacune des entreprises contributrices au projet de mutualisation de ces données-là. Les données d'opérateurs téléphoniques, pour certains, mettent à disposition leurs données de communication qui permettent de localiser et d'identifier des mouvements de flux à disposition d'opérateurs de transport comme la RATP, comme la SNCF, avec plein d'applications possibles derrière sur le dimensionnement des infrastructures, la création de nouvelles lignes, la compréhension, l'identification des points d'engorgement, etc., etc. Donc, cette logique de mutualisation des données est également un élément fort qui est en train de se produire aujourd'hui et derrière lesquels les entreprises espèrent trouver beaucoup de valeur. Dans ces différents... Donc, trois éléments forts qui font qu'aujourd'hui, et encore plus demain, il y a un rythme qui est vraiment très très impressionnant, le volume de données explose, leur nature change. On a longtemps travaillé sur des données très structurées. On voit de plus en plus des données qui sont moins structurées, des données de texte sur les réseaux sociaux, des données semi-structurées de logs, web, etc. Donc des données qui changent en volume, de façon exponentielle, qui changent en nature, et derrière lesquelles on voit énormément de promesses et d'applications permettant de tirer de la valeur. Le problème, c'est comment on exploite ça. Parce que données en grand volume, données moins structurées qu'avant, les systèmes classiques de bases de données structurées et d'outils statistiques de data mining greffés là-dessus, dans un certain nombre de cas, ne peuvent pas fonctionner avec ce type de données-là. Et pour répondre à ça, les entreprises les plus exposées à ce problème-là, à savoir les grandes entreprises américaines, Google, Yahoo,
qui par nature sont exposés à des données en grand volume et puis avec un rythme de croissance explosif, exponentiel, qui par nature sont exposés à des données non structurées. Hein. Quand on fait une recherche sur Google, c'est du texte. Et puis Google, il indexe des documents, il n'indexe pas que des données structurées. Et qui par nature sont confrontés aussi à un problème de nécessité de temps de calcul extrêmement rapide. Quand on fait une recherche sur Google, hein, on n'attend pas 10 minutes. Ont simplement inventé un nouveau paradigme technologique. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais qui s'appuie sur deux principes fondamentaux. L'un premier qui n'est pas extrêmement original, qui est simplement la parallélisation du stockage des données. Donc plutôt que de stocker les données sur d'énormes serveurs qui coûtent très cher à remplacer quand on veut les remplacer parce qu'ils ne sont plus en capacité de faire les traitements qu'on leur demande, on met plein de petites machines les unes à côté des autres sur lesquelles on stocke les données. Jusque-là, tout va bien. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a pas complètement résolu le problème. Parce que si on veut faire de l'analytique sur ces données-là, si on veut construire des modèles statistiques, la première la réaction naturelle, c'est de se dire je vais prendre toutes les données qui sont partout sur mes petites machines, puis je vais les ramener sur une grosse machine, un gros serveur de calcul sur lequel je vais faire tourner mes algorithmes, et puis ensuite je vais les afficher à l'utilisateur. Ça pose évidemment un problème d'engorgement réseau, parce que ce qui prend du temps, c'est de faire transiter les données sur le réseau, et qui juste ne permet pas de répondre aux enjeux que j'ai cités précédemment. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, c'est pas compliqué, les calculs, on va les effectuer au plus proche des données. Et donc, on n'est plus sur un schéma où les données sont parallélisées, je les ramène sur un gros serveur de calcul. C'est je découpe mes algorithmes pour que des petits bouts d'algorithmes s'appliquent au plus proche des données et sur chacune des machines sur lesquelles elles sont stockées. Je fais des bouts de calcul là-dessus. Et puis ensuite, je récupère des résultats qui sont agrégés. Donc le stockage, c'est HDFS. La parallélisation, c'est MapReduce. Et tout ça a donné naissance, alors je fais une approximation, mais pas tout à fait fausse, à ce phénomène du big data qui, par une évolution et la création d'un nouveau paradigme technologique, a ouvert la voie à de nouveaux types de traitements sur de nouveaux types de données en très grand volume. Alors, par rapport à ça, quelles sont les grandes promesses de rupture associées à ça? Elles sont au nombre de 3. La première, elle est financière. Comme je vous l'ai dit, quand on design une infrastructure de calcul, si elle est centralisée, on la design avec une estimation de la volumétrie qu'elle doit être capable de supporter. Et puis si on vise une volumétrie élevée, généralement ça coûte cher. Et le problème, c'est que quand la volumétrie a évolué et qu'on a atteint la limite de capacité de cette machine de calcul-là, faut la remplacer. Et ça, c'est juste des coûts faramineux. Le principe même de la parallélisation du stockage et des traitements permet d'avoir une architecture qui s'adapte en fonction de l'évolution des volumes de données que l'on traite. Donc on n'a plus des investissements massifs à un moment donné dans une grosse infrastructure de calcul, on a plein de petites machines qu'on met les unes à côté des autres et dont on fait évoluer le nombre en fonction des besoins de calcul qui sont les nôtres et en fonction du volume et de la nature des données que l'on a à gérer. Donc une meilleure maîtrise, notamment pour les personnes en charge des systèmes d'information, des coûts et des investissements informatiques pour être en capacité de traiter ces données qui évoluent dans le temps, dans leur volume et dans leur nature. L'autre aspect extrêmement important, c'est cet axe analytique, à savoir que là où, alors c'est pas toujours le cas, mais dans un certain nombre de cas, on était confronté à des problèmes qui rendaient impossible des calculs compliqués sur de grands volumes de données ou sur des données non structurées. Ce paradigme-là de parallélisation du stockage et des traitements permet d'opérer des calculs compliqués, des calculs mathématiques et scientifiques compliqués sur des données en grand volume. Donc ça, évidemment, c'est une promesse extrêmement intéressante, avec des applications concrètes qui ne datent pas d'hier, notamment dans le monde de la recherche en génomique, où on a des volumes de données énormes, et où toute la recherche sur le cancer, sur toutes ces maladies, s'appuie de plus en plus sur des systèmes calculatoires qui utilisent ces données génomiques en très grand volume et s'appuient sur ce type d'infrastructure pour opérer des traitements analytiques, pour essayer de repérer des choses manifestement explicatives ou prédictives de maladies génétiques ou cancer ou autres. Alors, la promesse, elle paraît extrêmement intéressante et alléchante.
il y a juste un point important, c'est que la parallélisation des calculs, ça nécessite de revoir la nature des algorithmes eux-mêmes. Il y a des algorithmes qui se parallélisent très bien. Tout ce qui va être linéaire, notamment, se parallélise très bien, mais même des choses un peu plus compliquées que ça se parallélisent très bien. Et puis, il y a des choses qui sont très compliquées à paralléliser. Donc, il y a toute une communauté aujourd'hui open source qui regroupe des informaticiens, des mathématiciens, et dont l'objet est précisément de porter en environnement parallélisé des bibliothèques de plus en plus importantes et de plus en plus vastes d'algorithmes statistiques et mathématiques qui vont pouvoir tourner sur ces environnements parallélisés et donc être capables de traiter ces volumes de données-là. Mais on est en cours, je veux dire, on est sur le chemin. La technologie existe, le portage d'algorithmes dans cette technologie et dans cette infrastructure et dans ce framework est actuellement en cours, en pleine évolution et en pleine effervescence. L'autre aspect très très important dans le big data, c'est ce côté opérationnel. Nous, on fait de la data depuis 1998, donc ça fait un certain temps. À une époque, on faisait des modèles statistiques pour produire des rapports. Alors au mieux, ils étaient sur le bureau de celui pour qui on les produisait, au pire dans son tiroir. Puis est arrivée la business intelligence, où on a commencé à mettre l'information à disposition des décideurs de façon un peu différente du rapport papier traditionnel, etc. Mais tout ceci se faisait et se fait encore dans une logique qui n'est pas une logique opérationnelle. C'est-à-dire qu'on crunch, on manipule de la donnée, on crée des modèles de prévision, de simulation pour éclairer une décision. Donc on va donner une information supplémentaire à quelqu'un qui va l'utiliser, qui va se dire avec cette information-là, eh ben, quelle décision je prends. Ce qui est en train de changer culturellement dans le monde de la data, c'est que de plus en plus, les entreprises se rendent compte qu'elles peuvent embarquer de la donnée dans des applications opérationnelles et qu'elles peuvent créer de la valeur en imaginant de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles applications, de nouveaux processus qui embarquent cette donnée-là, qui autour de cette donnée créent des algorithmes prédictifs, de simulation, etc. et qui en temps réel vont rendre des services. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, je vous ai donné quelques exemples, les systèmes de recommandation sur Internet, ben c'est ça. C'est du temps réel. C'est des algorithmes qui tournent en temps réel avec des systèmes de recos qui vont faire qu'Amazon va vous vendre plus de livres, de disques, que sais-je, que Netflix va vous vendre plus de films. L'exemple de Total que je vous donnais tout à l'heure, nos modèles, c'est pas des rapports qui vont sur le directeur de la production et qui se dit oh, bah, qu'est-ce qui va se passer dans 5 jours. Non, c'est à la seconde des données qui remontent, qui sont analysées, et à la seconde des alertes qui remontent et qui permettent d'opérer en temps réel un système de forage. Et pour moi, la grande évolution autour de la data et du big data, elle est là. Et pourquoi j'insiste là-dessus, et en particulier ici, c'est parce que tant qu'on était là, ben, on est beaucoup dans le monde de la science, on est beaucoup dans le monde des maths, on est beaucoup dans le monde des stats, on fait des modèles plus ou moins compliqués, etc. Mais on voit bien que quand on arrive là, et c'est là que sont les enjeux, et ben, se rejoignent deux mondes, celui des modèles sous-jacents et puis celui des applications informatiques qui vont devoir embarquer ces modèles. Des applications informatiques dans des environnements qui sont relativement compliqués et qui sont relativement nouveaux. Et je pense que là, il y a, pour des gens comme vous qui sont en train de se former à ces métiers de l'informatique, il y a un champ et un terrain de jeu qui est extrêmement intéressant. Pour tout vous dire, hein, et donner quelques exemples, le big data, c'est l'un des 34 plans. Si je ne parle que de la France, hein, je ne raisonne même pas international, France. L'un des 34 plans de la reconquête industrielle de la France fixé par le ministère du redressement productif, donc 1 sur 34. C'est l'un des 7 plans stratégiques identifiés par la commission Lauvergeon Innovation 2030, donc 1 sur 7. Laquelle commission Lauvergeon a lancé tout récemment un concours mondial d'innovation, un appel à projets de entreprises ou start-up françaises et étrangères mondiales. Ça s'est clos, enfin le premier round s'est clos le 31 janvier. Ils ont reçu 600 dossiers. Sur 600 dossiers relatifs à cet axe, il y en a 200 sur le big data. C'est dire à quel point ce truc est complètement effervescent et générateur d'innovation scientifique d'une part, mais aussi et beaucoup technologique. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade? Non? Alors, comme j'ai pas tout à fait respecté mes slides, je vous ai déjà dit un certain nombre de choses, donc je vais passer assez vite là-dessus. Il y a un point important, c'est pour ça qu'il est en gros au milieu, c'est celui-ci. C'est qu'aujourd'hui, et les gouvernements l'ont bien compris, et si vous regardez les formations, et les formations des grandes écoles, vous regardez où vont les mines aujourd'hui, où vont Télécom, où vont l'ENSAE, l'ENSAI, HEC, l'IX, ils vont tous faire quoi? Vers des filières de type data science, parce qu'ils ont compris que la data, la donnée, pouvait être au cœur de l'innovation dans les entreprises, et donc génératrice d'emplois, etc. Alors, pour faire quoi? Il y a plusieurs cas d'application, sans ordre de priorité aucun, des choses qui sont plus de l'ordre de l'innovation de processus ici. Dans le domaine de la gestion des actifs industriels, je le disais, avant, on avait très peu de données en fait sur le fonctionnement des actifs industriels, et puis surtout très peu de données relatives à la défaillance. Parce que, et c'est une chance, la défaillance se produirait relativement rarement. Un rail, la SNCF, ça casse rarement. On a vu ce que ça donnait quand ça cassait. Récemment, ça se produit rarement. Donc, peu d'observations sur la défaillance elle-même. Et puis, peu d'observations aussi sur les usages de l'actif industriel. Aujourd'hui, parce qu'on a des systèmes qui permettent d'enregistrer des données à plein d'endroits et en temps réel, on a une masse d'informations sur les usages de cet actif industriel qui peut être une usine, un réseau ferroviaire, électrique, que sais-je. Une masse d'informations sur les usages de ce réseau-là et sur le comportement physique de ce réseau. Ce qu'on n'avait pas avant. Et ces informations sur les usages qui sont faits, sur le comportement physique, la réaction de ce réseau à ces usages ou de ce système industriel à ces usages, permettent de construire des modèles extrêmement intéressants et très prédictifs d'éventuelles défaillances qui sont un enjeu fort quand on exploite un actif industriel. L'autre aspect, gros sujet dans le big data, c'est évidemment le marketing, le ciblage. Je l'ai touché du doigt tout à l'heure. Aujourd'hui, les sociétés, les agences marketing, tout le monde se bat pour collecter de l'information sur ses clients, l'information la plus fine possible. Il y a des marchés de la data, ou des boîtes vendent de l'information à des annonceurs, à des sociétés, etc. L'objectif est de la donnée qui est vraiment de toute nature. Vous avez des boîtes, évidemment, qui s'intéressent à ce que vous dites sur Facebook, Twitter, etc. Pas seulement de ce que vous dites sur les entreprises en question, c'est pas seulement une question de quelle est mon image de marque, mais parce que ce que vous dites, parce qu'on sait aujourd'hui l'analyser sémantiquement avec des modèles, avec des machines, avec des outils, ça dit des choses sur vous. Et ces choses qui se disent sur vous à travers l'analyse que l'on fait et qui est faite de ce que vous-même dites, sont des choses extrêmement utiles aux entreprises pour comprendre quels sont vos goûts, vos attentes, et puis vous proposer des choses qui vont être de plus en plus personnalisées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la publicité, et la publicité online, c'est un système qui s'est complètement mathématisé. C'est-à-dire que les bandeaux qui s'affichent sur les sites web, c'est plus le monde où l'entreprise disait au site web, tiens, mets-moi le bandeau machin pendant 6 mois à tel endroit. Ça ne marche plus comme ça. C'est du temps réel. C'est-à-dire qu'il y a des places de marché sur lesquelles s'échangent des espaces publicitaires sur le net. Donc il y a beaucoup d'informatique derrière, évidemment. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces bannières publicitaires qui s'affichent, c'est pas la même qui va s'afficher selon que c'est vous ou moi qui navigue, parce que nos comportements de navigation sur le web ne sont probablement pas les mêmes. Et parce que nos comportements de navigation sur le web disent des choses sur nos intérêts, nos centres d'intérêt, sur qui nous sommes, etc. Et ces places de marché publicitaires, c'est des maths derrière. C'est les mêmes maths que, alors après on peut en rigoler, mais c'est le même genre de maths que ce qu'on utilise sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'on s'échange des espaces et puis ils ont un prix. Et puis il y a des systèmes algorithmiques qui les personnalisent en temps réel. Beaucoup de choses autour de la gestion de la production.
Je le disais, la gestion de l'allocation des ressources, hein, quand on construit un paquebot, qu'on fait voler un avion, c'est compliqué. C'est compliqué, et plus on a d'informations qui permettent de prévoir ce que l'on va devoir faire, de prévoir ou de comprendre les contraintes auxquelles on fait face, plus on est en capacité d'optimiser le processus. Il y a beaucoup de choses autour des ressources humaines aussi. Alors le schéma traditionnel de l'entretien du CV, de l'entretien, etc., n'est pas mort du tout, mais on va vers un monde où de plus en plus les entreprises vont se doter de systèmes qui vont lire les CV pour repérer dans ces CV des informations qui sont des informations clés et identifier si ces informations sont compatibles avec la nature du poste qui est offert en termes de compétences, en termes de centre d'intérêt. J'imagine qu'en bas de votre CV, vous avez vos loisirs, vos machins. Et donc, vous avez des systèmes qui sont en train de se mettre en place, qui automatisent ces éléments-là pour aller proposer aux entreprises, en fonction de leurs besoins et des jobs qui sont offerts, des CV les mieux qualifiés possibles grâce à des analyses sémantiques, par exemple. Vous avez des choses aussi au sein de très grandes entreprises qui se mettent en place pour essayer de constituer des équipes de gens qui vont être les plus productifs possibles en fonction des caractéristiques individuelles des personnes qui constituent ces équipes-là, ceci vu à la lumière de ce qu'elles ont fait par le passé, etc., etc., etc. Beaucoup de choses dans le domaine du risque, je passe vite, lutte anti-intrusion, fraude, etc. Bon, ça c'est sur les processus. Après, il y a tout un tas de choses qui sont en train de se développer au niveau des produits, à savoir la création d'applications nouvelles et donc de produits nouveaux qui embarquent de la data et qui n'existent presque que parce qu'elles embarquent de la donnée. Support à la mobilité. Je sais pas, moi je l'ai découvert récemment. J'ai pas de GPS, mais je prends peu la voiture. Mais quand je la prends maintenant, j'utilise l'application Waze. Waze, c'est un GPS intelligent parce que contrairement au GPS statique classique qu'on connaissait avant, où vous disiez d'où vous partiez, où vous vouliez aller, et puis vous tracez votre chemin, derrière ces applications-là, vous avez des systèmes qui par les déclarations des internautes qui disent tiens là il y a un embouteillage, ceci, cela, ou qui par la mesure de votre vitesse sont capables de détecter si vous êtes ou non dans un embouteillage, vont optimiser vos trajets en fonction non seulement de l'endroit où vous êtes et de l'endroit où vous voulez aller, mais aussi de tout ce qui se passe autour, embouteillage, accident, etc. Ce qui est une autre forme de guidage. Dans le domaine de la mobilité, beaucoup de choses autour de l'aide à la conduite économique. Nous, on a travaillé pour la SNCF sur des applications embarquées d'aide à la conduite où, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, l'intérêt d'un train, c'est que ça marche sur l'air. C'est-à-dire que si vous coupez l'alimentation, il continue à rouler très longtemps. Ça, c'est un intérêt fort parce que, évidemment, quand ça descend, si on veut économiser de l'énergie sans perdre de la vitesse, on a intérêt à couper le moteur et puis le train va continuer. Quand ça monte, il faut remettre... Ce qu'a fait imaginer la SNCF, mais elle n'était pas du tout innovante en la matière parce que ça a été en prod bien avant cela dans les pays nordiques. C'est des systèmes fondés sur à la fois un GPS et une application qui embarque de l'algorithmique et qui donne des indications de vitesse au conducteur de train et qui lui dit quand est-ce qu'il faut couper ou actionner l'alimentation électrique du train. Jusqu'à 10% d'économie d'énergie sur certains trajets. Juste grâce à des systèmes algorithmiques et des applications embarquées, fondées sur de la donnée, temps réel, GPS, etc. 10%, il faut savoir que la facture de la SNCF, c'est à peu près 900 millions d'euros. Voilà. Donc un exemple d'application d'un nouveau produit qui est extrêmement intéressant. Tout ce qui se dit aujourd'hui, la voiture connectée, c'est les mêmes idées, quoi. C'est que on va récupérer plein d'infos, on va mettre des algorithmes, développer des applications qui vont transformer les usages même du produit voiture, véhicule automobile. Beaucoup de choses autour du diagnostic à distance aussi. Plein d'applications qui se montent là-dessus. Si je reprends l'exemple de la voiture, y a des applications qui sont en train de se monter sur du diagnostic technique à distance. Votre voiture, elle est bourrée de capteurs. Pour l'instant, les capteurs, ils alimentent un ordinateur de bord central. Et puis, quand elle ne marche plus, votre voiture, vous allez au garage. Le gars se connecte son PC, enfin son ordinateur à votre au système multiplexé, là. Et puis, il fait un diagnostic et puis il répare votre voiture.
Ce qui va se passer, c'est que toutes ces données-là, toutes ces issues des capteurs dans la voiture, maintenant, ils vont aller directement dans un système centralisé chez le constructeur, qui va faire des diagnostics en temps réel et qui va vous envoyer des alertes pour vous dire attention, avant même que tu l'aies vu, là il y a une vibration pas normale à tel endroit dans ton moteur, va faire réviser ta voiture. Et ceci avant que le composant en question ne casse ou que la lumière rouge s'allume parce qu'il est déjà trop tard, quoi. Il y a des maths, et puis il y a beaucoup d'informatique, évidemment, derrière tout ça. Et puis, il y a beaucoup de données. Diagnostic et médical, j'en ai parlé tout à l'heure, le cas du pacemaker, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de se passer en la matière. C'est vraiment très, très prometteur. Des choses autour du diagnostic énergétique, ça c'est assez intéressant aussi. Je vous ai parlé des compteurs Linky, là, les compteurs intelligents. Ces compteurs intelligents, ils sont très utiles pour remonter de la donnée qui va permettre de piloter un réseau électrique en temps réel, mais ils sont aussi très utiles pour donner des conseils de consommation au client lui-même. Un client dont la courbe de consommation est manifestement en dehors de ce qu'elle devait être eu égard à l'endroit où il habite, à la nature de la composition de son foyer, etc., il est intéressant de lui signaler que sa consommation est atypique et en particulier trop hausse pour lui dire tu pourrais faire des économies d'énergie. Mais je vais un cran plus loin. C'est bien de lui dire qu'il pourrait faire des économies d'énergie, mais est-ce que pour autant il va le faire? Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que ces compteurs intelligents, ils vont être connectés eux-mêmes aux équipements de la maison. Ils vont être connectés au frigo, ils vont être connectés à la machine à laver, ils vont être connectés, etc. Et que vous allez avoir des systèmes intelligents embarqués qui, en fonction de votre courbe de charge, une courbe de consommation, et en fonction de l'évolution de celle-ci, est-ce qu'elle est dans l'intervalle normal de consommation ou non, vont actionner automatiquement. On n'y est pas encore, ça, parce qu'il y a tout un tas de problématiques, tout de problèmes de normes autour de ça qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de se résoudre, mais c'est long, vont piloter la maison en fonction, alors pas tout seul, si vous voulez pas que votre frigo s'arrête, vous aurez toujours les moyens de dire n'arrête jamais mon frigo, mais en fonction d'un certain nombre de règles que vous allez lui donner, qui sont des contraintes que vous voulez voir respectées, va optimiser tout l'équipement électrique de votre maison pour réduire votre consommation. Un exemple. Puis des choses autour de la transparence des prix, mais je vais passer là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des questions maintenant ? Ouais. Je crois qu'il faut prendre le micro pour que ça puisse être enregistré. C'est ce qu'on m'a dit. Merci. Oui, donc tout à l'heure vous avez parlé de la France qui ouvrait les données, les grands pays où couvrir les données. La France est située en combienième position sur ce domaine-là ? Je ne sais pas répondre à la question. Non, je ne sais pas vous dire dans quelle position elle est. Elle n'est clairement pas leader, mais je pense que ça ne vous surprend pas. Vraiment réponse pas terrible. Elle n'est pas dernière non plus, mais ce qui est important surtout, c'est que ça bouge très très fort en ce moment. C'est-à-dire que le gouvernement a pris conscience de l'intérêt et de la nécessité de le faire, et donc il y a des investissements qui sont faits autour de l'open data. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que ça date d'il y a 3 semaines à peu près, 3 semaines, 1 mois, où le site opendata.gouv.fr, je crois, a été complètement refondu avec des fonctions sociales aussi autour de ça. Donc c'est vraiment des initiatives qui sont poussées par le gouvernement, et pas seulement lequel le gouvernement envoie des directives également aux grandes entreprises publiques ou parapubliques pour qu'elles ouvrent leurs données. Donc il y a vraiment une impulsion de l'État assez forte, et pas seulement pour répondre à la question démocratique dont je parlais tout à l'heure, et chaque citoyen est en droit d'accéder à ces données-là, mais parce que la France et le gouvernement a identifié, a-t-il tort ou raison, j'en sais rien, on le verra, l'avenir le dira, mais a identifié qu'en mettant ces données à disposition du public, il y a des jeunes qui vont les utiliser pour créer, innover, imaginer de nouveaux produits, imaginer de nouveaux services. Et c'est pour ça qu'il y a des hackathons qui sont organisés sur ces données-là, pour développer des applis à partir de ces données-là. Ça s'inscrit complètement dans cette logique, et c'est très fortement poussé aujourd'hui. Pas d'autres questions ? Alors, j'ai pas du tout regardé l'heure. Il me reste combien de temps, là ? 5 minutes. Il me reste 5 minutes. Bon, alors, je vais faire vite.
Un point très rapide là-dessus. On est en train de passer d'un monde à un monde différent autour de la donnée. On est en train de passer d'un monde où on utilisait la donnée pour mesurer des choses. C'est le monde de l'échantillonnage, des enquêtes, etc. Voilà, il fallait aller sur le terrain pour mesurer. Il fallait faire des expériences pour mesurer. Une expérience, ça coûte cher. Aujourd'hui, on a encore besoin d'expérience pour contrôler. Mais on a beaucoup moins besoin d'expérience pour mesurer parce que la donnée, elle est là, elle est partout. Il suffit d'aller la chercher. On mesurait pour comprendre des phénomènes, identifier des causalités. Tiens, il se passe ça, mais il se passe ça pourquoi ? Essayer de comprendre ce qui se passait. On faisait de l'analytique pour prévoir des choses, et tout ceci ayant pour objectif de décider dans un temps assez asynchrone. La révolution aujourd'hui, qui est en train de se produire, c'est que la donnée, elle est là, elle est partout. Et ce qui est en train de se passer, c'est que maintenant, on construit des applications dont l'objectif est plus seulement d'aider à décider, mais d'agir. On l'embarque dans des applications opérationnelles, en temps réel, smart alarming et compagnie, etc. Et pour innover, c'est-à-dire que les entreprises ont compris que ces données qui étaient à leur disposition étaient un vrai actif, si tant est qu'elles sachent l'exploiter pour imaginer de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles applications. Et ça, c'est une révolution culturelle vraiment fondamentale. Et qui conduit à une convergence extrêmement forte, et je vais y revenir juste après parce que je pense que c'est ce qui probablement vous intéresse, entre deux métiers, celui des statisticiens et celui des informaticiens. Et je vais du coup finir là-dessus, vous passez tout ça. Voilà, et je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y en a ici qui ont entendu parler du mot data scientist ? Quelques-uns. Voilà. Le mot à la mode. Je ne sais pas combien de data scientists, de déficit de data scientists dans les années à venir, prévus par je ne sais qui, Gartner ou BCG ou McKinsey. Ouais. Beaucoup. Bon. Alors, le data scientist, c'est quoi dans la définition qu'on en donne ? C'est un type qui est super fort en maths. C'est un type qui est super fort en informatique. Voilà, c'est un geek, un hacker, machin, qui va développer des applications, mais des applications qui embarquent de la science et des maths compliquées. Et puis c'est un type qui a tout compris au business, et donc qui est capable d'aller parler à un directeur général et lui dire « Tiens mon gars, toi tu as des données là, je suis sûr qu'avec ça on peut faire un truc de dingue, je vais te faire un modèle de fou, et puis je vais te construire une application, et il embarque le machin. Bon. » Ah, c'est super ça, c'est des profils comme ça, c'est sûr que... bon. Alors il m'en a inventé ce concept-là en disant il va nous en manquer plein, il nous en faut plein, il faut en former partout. Voilà. Moi j'aimerais bien qu'on en forme partout, mais je pense que c'est pas ça qui va arriver. Parce que je pense que ce profil-là, il y en a quelques-uns, ouais, mais il y en a pas beaucoup, et je pense qu'il y en aura toujours pas beaucoup dans les années à venir. Par contre, ce qui est vraiment important, et c'est un peu le pari, enfin c'est pas pour dire qu'on a raison du tout, mais nous c'est un peu le pari qu'on fait chez Bluestone, c'est de se dire, mais finalement qu'est-ce qui est vraiment important ? Ce qui est vraiment important, c'est d'être en capacité de faire travailler ensemble des gens qui sont plutôt des gens du business, des gens du marketing, des gens des opérations, des gens du risque, etc. De faire travailler ensemble ces gens-là ensemble avec des gens qui viennent plutôt du monde de la science, qui font des maths, qui font des stats, qui imaginent des modèles, et puis des gens qui viennent du monde de la technologie. Sauf que ceux-là, il faut qu'ils soient capables de dialoguer avec ceux-là. Et donc pour vous qui êtes plutôt dans cette catégorie-là, je pense, si j'ai bien compris le positionnement de l'école, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez très ouverts au-delà de la qualité du code que vous produisez sur le à quoi ça sert. Donc être capable de dialoguer avec des gens qui ne font pas du tout le même métier que vous, qui sont des gens du métier, du business, qui vont exprimer des besoins, que vous soyez capable de les comprendre, de les anticiper, puis pas seulement de les prendre pour les coder. Ça, c'est vachement important. Il faut que vous sachiez que dans les entreprises, il y a une fracture qui est terrible et qui est extrêmement problématique entre ce qu'on appelle les maîtrises d'ouvrage, qui conçoivent plus ou moins bien, puis les maîtrises d'œuvre, qui développent plus ou moins bien. On a fait deux mondes
en se disant c'est bien, séparation des tâches, sauf que ces deux mondes, ils ont beaucoup de mal à se parler et que c'est une véritable plaie pour les projets informatiques. Et c'est pas la faute de ceux-là ou de ceux-là, hein. Je jette la pierre à personne, mais c'est qu'à un moment, ça marcherait mieux s'ils savaient se parler, quoi. Donc voilà, sachez parler à des métiers, soyez ouverts. Et puis, chose nouvelle, autour de la data science et du big data, c'est qu'il va falloir, si vous voulez vous lancer là-dedans, que vous sachiez aussi parler à ces gens-là. Alors, c'est pas des professeurs Nimbus, hein, tous. Il y en a. Mais bon, c'est des gens qui font des maths, de la stat, etc. La chance, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que ce qui était avant réservé effectivement à un certain niveau de formation scientifique, etc., avec le développement de l'open source, du big data, de la data science, il y a aujourd'hui tout un tas de bibliothèques scientifiques qui arrivent sur le marché en Python, en R, en Maout, si on parle de big data, tout un tas de bibliothèques scientifiques qui sont techniquement relativement faciles à embarquer dans des applications informatiques dès lors qu'on maîtrise les fondamentaux du développement Java, etc. Donc, les outils, ils sont là. C'est des bibliothèques, on les insère dans des programmes. La difficulté, et moi je le vois beaucoup dans ce domaine-là, c'est que il y a des gens qui viennent du monde de la techno et qui pensent que parce que ces bibliothèques existent, il suffit d'aller chercher un jour un algorithme de segmentation, un jour un truc de machine learning, de faire passer ça sur les données et ça va sortir des résultats formidables. C'est un vrai métier. Donc on ne s'improvise pas data scientist uniquement par la technologie. Ce qui veut dire que les bibliothèques qui vont être mises à disposition, à un moment, il faut comprendre ce qu'elles font. Alors, il ne s'agit pas d'avoir compris tous les fondamentaux scientifiques, statistiques, mathématiques, etc. sous-jacents, mais ouvrez-vous à ça. Ouvrez-vous à c'est quoi les fondamentaux scientifiques du machine learning, c'est quoi un réseau de neurones, etc. Je vous demande rien d'ailleurs. Il ne s'agit pas d'être des experts du sujet, mais d'avoir comprendre les limites des cas d'application de ces outils scientifiques-là pour pouvoir les utiliser à bon escient dans les applications et les technologies que vous allez développer. Voilà, j'en ai fini. Il marche ? Ouais, il marche. Vous avez parlé plusieurs fois d'éthique dans la récolte des données et tout ça. Comment ça se passe au niveau du droit justement par rapport à ça, parce que ça doit être hyper flou justement. Les politiques ils doivent rien y connaître du tout, ils doivent pas savoir où les limites. Enfin, ceux qui fixent les règles doivent rien s'y connaître. Du coup, ça va être assez compliqué. Oui, non, c'est extrêmement flou. Donc il y a des débats qui sont en cours au niveau de l'Assemblée, des commissions, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des lobbies qui agissent, donc les lobbies du marketing qui agissent pour dire il faut tout laisser ouvert, permettre les cookies, machin, qui permettent... Bon, voilà. Je ne sais pas ce qui sortira de tout ça. Je pense que c'est une vague contre laquelle c'est pas la peine de se battre. C'est un raz-de-marée, on peut dire à la française je veux pas, c'est comme, après chacun a ses opinions, mais et puis c'est peut-être d'ailleurs en train de changer, on n'a même pas le droit de faire de la recherche sur les gaz de schiste aujourd'hui. Il ne s'agit pas de mettre en pause, il s'agit de faire de la recherche. Bon. Dans la data, c'est le même truc. Il y a un courant qui dit il faut pas, c'est sale, c'est pas bien. Je pense que le courant est tellement fort, tellement massif qu'on ne saura pas y résister. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout autoriser. Et je pense qu'on a, à ce titre, probablement des choses à faire qui sont différentes de la conception américaine en la matière, qui est extrêmement libérale. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut encadrer, mais on ne pourra pas interdire. C'est comme Adopi, tous ces trucs-là. Voilà. Et moi, je crois beaucoup à une chose, j'ai peut-être tort, mais c'est le caractère vertueux de se dire mais je ne vais pas seulement essayer de récupérer de la donnée sur les clients pour l'exploiter pour mon compte propre en tant qu'entreprise, et si j'étais un peu plus malin que ça, si la donnée que je récupère et ce que j'en fais, la façon dont je l'interprète, je la mettais moi-même à disposition de mes clients pour qu'ils puissent
d'une part, se prononcer sur ce que j'ai dans mes bases de données. Si typiquement je dis de tel client que manifestement, je sais pas, c'est un client sur le départ, problématique de churn management, peut-être que lui, ça l'intéresse de savoir que c'est ce que je pense de lui. Et peut-être qu'il aurait du coup envie de me dire d'autres choses et de dialoguer avec moi pour me dire non, mais là tu considères que je suis sur le départ. Je suis pas sur le départ, simplement en ce moment je suis pas du tout content de ton service. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi un cercle vertueux à trouver, non pas en récupérant, collectant, analysant, puis fermant le système pour cibler, mais peut-être en récupérant, collectant, analysant et ouvrant pour ouvrir le dialogue avec les clients en question. Je crois plus à... Et c'est un mouvement, je ne l'ai pas du tout inventé, ça s'appelle le VRM, qui est en train de se développer et je pense que c'est pas con. Voilà. Faire en sorte que ce soit gagnant. Voilà. Gagnant-gagnant, quoi. Après, c'est un peu pieux, hein, mais... Bonjour. Moi, du coup, je voulais aussi rebondir sur la partie open data. Je sais que, par exemple, il y a pas mal de projets qui sont faits avec les transports en commun, donc le métro, les bus, le vélo. Je sais qu'en France, ça fait que quelques années que ça se développe un peu. Mais du coup, comment c'est censé fonctionner ce genre de processus et de procédure sur la distribution gratuite de données, sachant qu'il y a des sociétés qui, depuis des années, font de l'argent grâce à ce qu'elles ont accumulé. Moi, je pensais justement, puisque vous parliez de GPS tout à l'heure, à des grosses sociétés comme peut-être TomTom, Navigon ou même l'IGN, qui a collecté des données, qui a mis de l'argent pour collecter des données et qui du coup les revendait. Pourquoi, et du coup comment ça pourrait fonctionner de leur dire maintenant vous pouvez plus les vendre, c'est tout gratuit? Je ne suis pas sûr qu'une société comme TomTom soit encline à mettre ses données sur le marché, mais la SNCF, la RATP, qui n'a pas les capacités d'innovation forcément en interne pour exploiter ces données-là, peut avoir intérêt à les mettre à disposition pour que d'autres innovent pour elle et imaginent de nouvelles applications qui ne vont pas tuer son business, mais qui vont enrichir ses services. Et c'est pour ça que des gens comme la SNCF, la RATP sont beaucoup dans cette logique d'open data et de data innovation, parce que culturellement, elles n'ont pas forcément en interne cette culture de l'innovation autour de la donnée, mais elles ont la donnée. Elles se disent, je la mets à disposition et il y a bien quelqu'un qui va m'imaginer une application intéressante avec ces données-là. Et il y en a qui sont sortis d'ailleurs. Ils ont fait des hackathons. Il y a des applis qui sont, je ne sais plus lesquelles. Peut-être tu sais, non, Nico, toi, tu es plus geek que moi, mais des applis qui sont sorties, qui rendent un vrai service à l'usager. Et la SNCF je crois que c'est la SNCF, est très contente de ça parce que ça enrichit la gamme de services qu'elle offre à ses propres usagers. Maintenant, il y a des données qui ne deviendront jamais open, ça c'est sûr. Du coup, la deuxième partie de ma question, elle va aussi dans ce sens-là, c'est qu'il y a des sociétés qui, du coup, dès qu'on commence à utiliser leurs données qui ne sont pas forcément open, ou alors c'est flou, ou alors c'est clairement bloqué, la première attaque qu'elle va faire, c'est une attaque juridique de « vous nous avez piqué nos données ». Oui. Non, mais l'open data, c'est pas un mouvement qui va conduire toutes les entreprises à mettre leurs données sur le marché, ça c'est sûr. Enfin, d'autant que, comme la data devient un vrai enjeu d'innovation, il y a toujours un intérêt à protéger un certain périmètre de la donnée. Mais il y a certains jeux de données, certains types d'entreprises qui ont intérêt à ouvrir leurs jeux de données justement pour favoriser l'innovation qu'elles ne seraient pas forcément capables de créer en interne. Mais c'est clairement pas le cas de tout le monde. L'open data, c'est pas toutes les entreprises mettent tout au pot. C'est une évolution culturelle qui conduit à avoir de plus en plus d'informations disponibles, soit volontairement, soit d'ailleurs, et là on est à la limite de l'égalité, il y a plein de choses qu'on peut aller crawler aussi sur le web. Bon, c'est pas de l'open data, enfin bon, c'est le cadre juridique est assez flou en la matière sur ce qu'on peut faire, pas faire, c'est pas très clair. Mais oui, non, bien sûr, pour répondre à votre point, il est clair qu'il y a des données qui sont une vraie richesse, qui seront jamais mises à disposition du marché, mais qui par contre pourrait être partagé avec d'autres acteurs sur un autre secteur, et la mutualisation de ces informations peut créer de la valeur. Vous avez des projets où des opérateurs de courrier mutualisent leurs données avec des opérateurs d'un autre secteur, je ne peux pas en dire beaucoup plus, parce qu'ils se disent qu'ils peuvent créer des innovations croisées, ce sont deux secteurs qui ne sont pas en concurrence, en se partageant de la donnée. C'est le principe de mutualisation de données dont je parlais tout à l'heure. Donc vous avez deux boîtes qui vont dire, allez, on met ensemble une partie de notre patrimoine de données, parce que moi, boîte A, ça m'intéresse de voir celle de la boîte B qui n'est pas concurrente, parce que je vais faire de nouveaux services avec les données de la boîte B, et inversement pour la boîte B. Voilà. Et ça, c'est des démarches vraiment d'innovation qui sont semi-open,
parce qu'on n'ouvre pas à la grande collectivité, mais on décide de mettre en place des projets communs où on partage de la donnée, on partage des architectures, on partage des infrastructures technologiques aussi pour créer de la valeur. Ça, c'est un mouvement qui est très, très, très vif en ce moment. Quelqu'un a une question ? Bonsoir. Vous avez parlé d'un problème de communication entre les gens de la techno et les gens business. Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets au sein d'une entreprise ? Ça, c'est vachement compliqué ce que vous me demandez, parce que si je vous donne un exemple, c'est forcément un client, et je suis pas sûr que les clients en question seraient très contents de ce que je pourrais dire sur eux. À cet égard, c'est un peu l'apanage de la plupart ou de tous les grands projets informatiques. Vous avez dit service public, c'est ça ? Ah, non, c'est vrai dans tous les domaines. Je l'ai vu chez des grands acteurs de l'énergie, des grands acteurs de l'industrie, de la banque. C'est pas inhérent à un client particulier. C'est un problème d'organisation et de lutte de territoire. C'est aussi con que ça, et c'est très humain. C'est que y a des gens qui veulent préserver des territoires. Le métier veut préserver le sien. L'IT aimerait bien monter sur le métier. Et donc cette logique, et puis chacun méprise l'autre, parce qu'il y a un problème culturel aussi. L'informatique, c'est pas noble, c'est sale. Le métier, il a jamais rien compris à la techno. Enfin, on en est là quand même. Hein. Et ce problème culturel-là et humain conduit à des gestions de projets qui sont parfois très très compliquées. Je suis désolé, je peux pas donner d'exemple. Non, mais ouais, c'est très bien. Si tu veux un exemple, peut-être un peu. Bonsoir. Donc Karim Bemabrouk, manager dans la BU ingénierie applicative. L'exemple que je peux vous donner, c'est un besoin métier, un métier qui vient voir un développeur pour développer une application qui sort 3 indicateurs. Il reprend des données d'un fichier CSV et il fait un algorithme mathématique, il sort des données, il a besoin de ça dans la foulée, quoi, le lendemain. Le développeur, il prend le besoin, il comprend ce qu'il doit faire et il commence par initier un projet avec une pattern MVC, Symfony 2, le temps de mettre en place rien que le framework, et déjà il a passé 3 jours. Et là, on voit très très bien qu'il y a un problème de compréhension. En fait, le besoin, il l'a compris. Maintenant, il n'a pas su s'adapter à la priorité. Typiquement, c'est des problèmes qu'on peut trouver dans le monde Big Data. D'accord, merci. Je crois qu'il y avait une question là-bas, ouais. Oui, bonjour. Je voudrais revenir un peu sur le schéma, ce dernier schéma. Celui-ci ? Oui. Vous dites que le data scientist est très rare et nous on se casse plutôt dans la partie techno. Et je voulais savoir si par exemple nous, gens de 42, avons besoin de prérequis de connaissances en sciences et business pour par exemple intégrer l'équipe de Bluestone en tant qu'emploi ou stage par exemple. Alors. Mais j'allais conclure sur emploi et stage parce qu'on est aussi venu pour ça. Hein. Vous êtes venu pour ça peut-être, mais nous aussi, donc parlons-nous franchement. C'est 15 000. Ça, est-ce qu'il faut que... est-ce que ça s'apprend ? Oui, ça s'apprend dans les écoles de commerce, etc. Est-ce qu'il faut que vous l'appreniez ? Moi, je ne suis pas convaincu. Je pense qu'il faut que vous soyez très sensible à ça, très ouvert et pas fermé sur la technologie en disant « il n'y a que ça qui compte ». Non, il n'y a pas que ça qui compte. Un bon développeur, c'est pas que quelqu'un qui code bien. C'est quelqu'un qui code au service d'une autre personne pour remplir et pour répondre à un service exprimé par cette autre personne. Et ça, c'est de l'ouverture d'esprit, c'est de l'ouverture au dialogue, c'est de la curiosité. Voilà. Pour ça, il y a un truc super qui existe, c'est les MOOC. Voilà. Vous allez sur Coursera, vous allez suivre un cycle sur le machine learning, ça dure 8 semaines, et ce sera... Je ne sais pas exactement quelle est la nature des enseignements ici. Peut-être y en a-t-il en la matière, je ne sais pas.
Mais voilà, ça dure 8 semaines. Je dirais pas que vous avez tout compris au machine learning, mais vous avez les bases qui vont vous permettre effectivement de dialoguer avec ça. Voilà. Alors maintenant, faut-il l'avoir fait pour venir chez nous ? Non, pas forcément. Nous, notre objectif, c'est aussi de vous accompagner là-dedans si jamais on vous recrute, soit en stage, soit en CDI. Voilà. C'est mieux. Moi, très honnêtement, cette composante-là, je pense qu'elle s'acquiert avec l'expérience et l'ouverture d'esprit, et puis ça, c'est une forme de caractère. Celle-ci, si vous avez un minimum de bases, c'est mieux. Et ces bases-là, la chance, c'est qu'on peut les acquérir sur le web, au moins le minimum. Voilà. Merci. Vous allez faire des propositions de stage pour nous ou pas ? Oui. C'est quand les stages chez vous et c'est sur combien de temps ? Juillet, août. Ouais. Le début juillet, août et fin décembre. D'accord. Oui. Du coup, Nicolas, je vais te laisser. Mais oui, je pense qu'on va en faire. Et notamment, on a une activité parce que nous-mêmes, on connaît pas toutes les technologies du big data. Je veux dire, puis c'est tellement florissant, foisonnant que il en sort pas tous les jours, mais presque. Donc, on a une activité de R&D avec des projets internes sur lesquels on teste des technologies, etc., qui peuvent tout à fait faire l'objet de stages. Mais ouais, je rajouterais pour vous donner un dernier conseil. Si vous voulez vous immiscer un petit peu dans ce monde de data science, c'est de rester très ouvert sur les technologies et d'apprendre en permanence. De ne pas vous focaliser sur une techno en disant ça j'aime bien, je vais faire du Java, je vais continuer, puis je vais me spécialiser, je vais faire 5 ans de Java, je vais faire que ça. C'est des technologies qui sont émergentes, tous les ans ça change, tous les 6 mois l'état de l'art est complètement modifié. Donc si vous voulez vraiment être un data scientist et faire la technologie dans ce domaine, c'est en permanence être en veille personnelle sur qu'est-ce qui sort, comment ça marche, qu'est-ce que je peux faire fonctionner ensemble, des briques qui ne sont pas faites pour fonctionner ensemble, comment je peux les raccrocher. C'est vous intéresser à la manipulation de fichiers, les flux réseau, tout ça. C'est un grand ensemble complexe et il y a peu de monde qui maîtrise tout ça. Donc celui qui va réussir à s'épanouir là-dedans, c'est celui qui sera très agile et qui restera en permanence à l'éveil, à l'écoute et qui sera en veille perso, à la recherche des nouveautés. Donc vous êtes en plein cursus ou en train d'apprendre des nouvelles technos, continuez et gardez cette curiosité permanente parce que c'est ça qui fait que vous pourrez vous épanouir chez nous et dans la data science. Quelqu'un a encore une question ? Le MOOC que vous avez conseillé sur quel site ? C'est Coursera. Coursera, un cours de machine learning de Stanford, je crois. C'est en anglais, ouais. Mais il y en a plein sur le machine learning à différents niveaux. J'ai une petite question personnelle. Je pense qu'on. Je sais pas quoi je dois m'attendre. C'est dans le sens où, par exemple, j'aurais bien aimé participer à l'initiative lancée par Madame Lauvergeon. Et vous y participez du coup. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner ou qu'est-ce qui pourrait nous permettre de percer un peu le milieu et de profiter des nouvelles opportunités en cours? Mais parce que vous n'avez pas les relations avec le milieu, par le biais de la direction de l'école, avec Fleur Pellerin, François Bourdoncle, des gens comme ça. Parce que c'est des gens qui sont vachement ouverts à l'innovation. J'en profite parce que vous en avez parlé en fait. Vous connaissez, moi, juste avant de venir ici, j'étais au lancement d'une initiative qui s'appelle TerraLab, qui est lancée par Mines, Télécom, NSAE. Et il y avait donc là François Bourdoncle, qui est le chef de file Big Data, les 34 plans industriels, et qui par ailleurs est responsable du domaine Big Data de la commission Lauvergeon. Et je lui ai touché 2 mots et je lui ai dit je peux pas rester, je viens chez 42. Et il vous connaît parfaitement. Je veux dire, c'est des gens qui vous ont identifié et qui voient bien l'intérêt, je pense. C'est des gens qui sont assez ouverts parce que il y a on va dire l'administration c'est fermé, qui ne regarde que les grandes écoles, etc. Mais aujourd'hui, dans ce monde de l'innovation, et en particulier sur Big Data, mais pas que, il y a aussi tout un tas de gens dans l'écosystème qui ont les yeux ouverts sur d'autres choses que les formations classiques. Donc je pense que vous avez une carte à jouer. Et là, ce concours mondial d'innovation, il y avait un round au 31 janvier, il y en a un autre au 31 mars. C'est très simple. C'est 10 pages décrivant un projet. Si vous avez un vrai projet innovant,
autour de la data. C'est 10 pages, vous candidatez. L'amorçage, ça peut être jusqu'à 200 000 € si vous avez un super projet. Mais c'est 10 pages, hein. On ne vous demande pas d'avoir 3 années de bilan. Voilà. Ce qu'ils cherchent, c'est des jeunes qui ont des... En gros, ce qu'ils se disent, ils n'ont pas complètement tort, c'est que en France, on a une chance, c'est qu'on a des super scientifiques. Voilà, ça c'est vrai, on a une école mathématique qui est extraordinaire, etc. Maintenant, comme on est frileux, machin, on fait de la recherche, on fait des trucs, mais quand il s'agit de passer dans le monde réel et d'embarquer ça dans des applications, d'innover, on est juste pas terrible, voire nul. Voilà. Donc eux, ce qu'ils veulent pousser, c'est de dire faisons se rencontrer ces gens-là pour qu'ils créent de l'innovation, qu'ils imaginent de nouveaux produits, des nouveaux services, des applications verticales par secteur pour faire des champions français de la data science ou du big data. Voilà. Et ils sont pas c'est pas parce que vous sortez de l'X que votre dossier sera regardé plus attentivement que si vous sortez de 42 quoi. Il y a un état d'esprit qui est un peu différent en ce moment et pour moi, vous êtes tout à fait... mais après, c'est concurrentiel, parce que pour le coup, ça c'est aussi un truc que je voulais vous dire, c'est avant les X, les ponts, les machins, ils allaient bosser dans la finance, et puis ils regardaient la techno, c'était pas très intéressant tout ça, c'était pas la matière noble. Attention, c'est en train de changer. Et nous, on le voit dans notre recrutement. Avant, recruter un polytechnicien ou un mec qui sortait de télécom, ça, c'était vachement compliqué. Je vous dirais pas qu'ils se battent, ils sont tous au portillon aujourd'hui, ce serait très exagéré, mais on arrive à en recruter parce que la techno est devenue quelque chose d'intéressant, notamment à cause de la science et de ce qu'on peut faire en mixant les deux. Et vous avez des startups qui se créent avec des X, des ponts, des mines, des machins. Donc la concurrence est rude. Voilà. Mais le monde n'est pas fermé. Voilà. Et cette valeur-là, je trouve qu'elle est plus reconnue qu'avant. Avant, l'informatique, c'était bien pour câbler des ERP, des machins, des trucs. Maintenant, ça permet d'innover, quoi. Voilà. Et l'innovation, elle ne vient pas forcément des cursus académiques, classiques. Elle peut venir de vous. Voilà. Donc, merci beaucoup. Pendant toute la présentation et toutes les questions, on s'est pas mal centré sur les personnes qui font la partie data science, donc les technos et qui font éventuellement un peu de science, un peu de business. Et concernant la partie technique, est-ce que votre société, elle a besoin et du coup elle utilise des gens qui sont techniques et qui permettent du coup à ces data scientists de travailler? Donc typiquement toute la partie serveur dont on parlait tout à l'heure, donc mettre en place des serveurs de calcul, mettre en place des SAN énormes pour avoir la place de fournir ça, comment ça s'appelle, faire en sorte que ce soit toujours opérationnel, donc le maintien en condition opérationnelle, la redondance, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi ou est-ce que c'est quelque chose que du coup vous sous-traitez? Oui. Tu veux répondre? Enfin, je peux dire 2 mots puis je te passerai la parole, Nicolas. Non, notre métier, c'est pas tellement les infrastructures matérielles, les architectures, c'est plutôt les composants applicatifs qui sont greffés là-dessus, donc le développement d'applications. Je sais pas si ça répond exactement à la question. Mais en revanche, oui, effectivement, aujourd'hui, on parle de la data science. Après, dans les projets concrets, on continue à faire des stats, on continue à faire de l'accompagnement métier, on continue à faire du développement, des applis. Et tout ça, il y a toujours une composante intelligente, algorithmique, etc. Mais aujourd'hui, pour nos clients, on fait des applis web. Donc les technos qu'on utilise, c'est du Java, c'est du PHP, c'est du Python, c'est des frameworks JavaScript. Donc oui, on a des équipes entières de développeurs, techos, geeks, qui font du dev, quoi. Non, moi c'était plutôt moins le côté applicatif, mais aussi le côté technique. Ouais. Architecture, quoi. Ouais. C'est pas trop, non, on n'est pas trop. Okay. On n'est pas très fort là-dedans et c'est pas notre position. Tu veux. On fait de l'accompagnement sur les problématiques système, le choix, les plans mais on sous-traite ça. Enfin, on se regroupe. Je pense au projet Cléoma qu'on fait, notamment dans le domaine de l'énergie. Donc voilà, mais c'est pas notre cœur de métier, c'est plutôt la partie purement développement et surtout développement sur mesure centré sur la donnée et sur l'expérience de l'utilisateur. Merci. C'est bon ?
Donc, s'il n'y a plus de questions, nous... Ah si. Bonsoir. Juste une question, le fait d'avoir de plus en plus de données qui circulent comme ça et d'avoir des entreprises qui vont avoir tendance à les centraliser et avoir accès à des banques de données monstrueuses, est-ce que ça rend pas monstrueux les enjeux de sécurité qu'il y a derrière? Parce que ça me paraît aberrant le fait qu'une personne qui accède à une database d'une certaine entreprise puisse se retrouver en fait connectée à plein de trucs et avoir plein de trucs. Si, alors, et ça rejoint d'une certaine manière un peu la question précédente, et c'est très clair qu'il y a des enjeux de sécurité extrêmement importants. Ensuite, très honnêtement, je ne suis personnellement pas qualifié pour vous en parler, et c'est pas tellement notre positionnement que de travailler sur ces aspects-là, de comment on sécurise une architecture dans laquelle il y a beaucoup de données. Mais oui, enfin, si les sujets de sécurité sont des choses qui vous intéressent, c'est sûr qu'avec le développement de ces systèmes-là, il y a des enjeux de sécurité très très importants qui vont créer des emplois autour, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas notre truc, quoi. Voilà. Pardon ? Oui, ça se sous-traite, il y a du conseil, il y a du... Enfin, voilà. Ok. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Si, voilà, nous, on s'est fait connaître, donc on est très contents. Si on veut travailler avec vous, proposer des stages, des offres d'emploi, je ne sais pas comment... Alors, on a une plateforme qui est en cours de création. Ouais. À partir de là, vous pouvez contacter l'administration et leur envoyer directement vos possibilités d'embauche. Ok, on va faire ça. Et puis si à l'inverse, vous voulez candidater chez nous, j'ai des cartes, tu dois avoir des cartes, tout le monde doit avoir des cartes. Profitez-en. Voilà, merci. Merci à vous.